Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Gaijin Dash, un Gaijin Dash en plateau. En plateau, j'arrive même pas à y croire en fait. J'ai pris le métro déjà ce matin, je me suis dit mais quelle distanciation un petit peu. Voilà, ça y est. On y est. Oui, on y est. On n'y croyait plus, mais en fait, voilà, nous y sommes sur le plateau pour un Gaijin Dash. Voilà, on a fait 2 numéros. On a vécu 2 numéros un petit peu à distance. Ça s'est plutôt bien passé. Bah oui. Mais là, du coup, il y aura peut-être un peu moins d'interruptions, il y aura peut-être encore plus de swag, ça c'est sûr, d'autant plus que, j'ai toujours à côté de moi les 2 Gaijin, les 2 plus beaux, ils sont resplendissants. Regardez Greg. Mais Greg, quelle mine! Mais oui, t'as vu un peu, ça va mieux forcément. Eh oui, t'as plus le j'ai pu coco. Sortir, j'ai pu le coco, voilà, j'ai pu sortir, j'ai pu prendre le soleil, tout ça. Ouais. Je suis un peu surpris, je m'attendais à Balatak et il est pas parti. Attends, c'est bien. D'accord. Voilà. Ah, ça m'avait manqué 2 mois sans ça, forcément. Daniel? 2 mois sans vous. C'est 3 vrai. mois sans vous. Comment t'as fait? J'ai souffert, mais vous m'avez rendu visite en stream. Vous avez été mes invités. C'est vrai que t'as streamé comme jamais. Comme Jaja. Ouais. Mais écoute, Twitch, mon premier employeur maintenant. Et qui sait si je ne me suis pas moi-même inspiré d'ailleurs de tes streams pour le écoute, sujet ça veut de dire ce que mois. tu as été à bonne école alors. Si j'ai pu. En tout cas, tu as été l'influenceur. Oh là là, c'est vrai, mais c'est ça ton nouveau. Tu me fais C'est ça rebondir. ton nouveau rôle. Tu es influenceur de Gaijin Dash, c'est surpuissant. Gaijin Dash, évidemment, où l'on va revenir sur les 60 ans de Sega, mais on va pas vous faire 3 heures d'émission, 60 ans de Sega, alors en 1960, Sega, machin. À Honolulu. Voilà, ce sera peut-être quelque chose d'un peu plus ludique, peut-être quelque chose d'un peu moins profond. Voilà, on va réserver peut-être un historique à d'autres émissions. Là, voilà, on avait envie de se retrouver, d'être un petit peu plus dans la récréation, dans le plaisir, puisque c'est ça, avant tout, Gaijin Dash, c'est le plaisir. Évidemment, il y aura le point news, il y aura le à quoi tu joues, il y aura tous ces rendez-vous, il y aura Hubert en régie. Hubert qui a pas passé Careless Whisper. Ça, c'est... Bah oui. Je sais pas si Twitch va censurer du coup, parce que... On est sur Twitch. Là, on est sur YouTube, non? Ouais, oui, non, c'est vrai, ça va alors. Mais attends, ça, c'est le truc le plus repris au Japon. Il doit avoir une licence collective Avec pour le monde Christmas. entier. Hein. Ouais, mais oui, voilà, a priori, donc on est safe, Twitch ne peut rien nous... Voilà. Parce que s'il faut censurer les 50 Gaijin Dash d'avant, les 49, pardon, selon la dénomination Pour officielle. être précis, c'est les clips qui sont intégrés dans la recherche. Parce que normalement, les contenus, quels qu'ils soient, s'il y a un audio détecté, ils sont censurés à la réécoute. Voilà. Ah d'accord, Ouais, c'est très ça. bien. Donc c'est là la petite nuance. Twitch n'a rien changé, en fait, c'est juste les injonctions pour les clips. Bon, et bien sans plus tarder, on va commencer le point news avec le petit jingle. Est-ce qu'il est là aussi en régie? Attention. Et oui, cette année, il n'y aura pas de Tokyo Game Show pour l'équipe de Gaijin Dash. C'est comme ça, nous ne pourrons pas y aller. Pas de chinois magique. La Parce que de tristesse. toute façon, il n'y a pas de Tokyo Game Show, donc ça servirait à rien, sauf à rendre visite à nos amis communs et à les rendre visite également aux Chinois magiques. Mais ça fait un petit peu cher le déplacement, et surtout, ce ne serait pas couvert par la boîte, je pense. En tout cas, ce serait plus Le chinois difficile magique, tu penses à justifier. Pas de karaoké. Pas de karaoké, rien de tout cela, pas de goodies. Tu sais ce quoi? Il faut prendre les choses du bon côté. Il faut se dire que grâce à ça, on va profiter de la prochaine fois. On va se dire, tu vois, c'est ça, ça nous a manqué. Bon, on en profitait avant quand même. Oui. Non, mais je veux dire, chaque année, c'était le pire TGS. Et là, il pourra être sûr. On a vécu de très belles éditions. Enfin. C'est vrai. L'année mais- dernière, c'était le L'année pire dernière, TGS pour Pouillot. Sur mon lit de Le mort. mourant, voilà, Ouais. c'est lui qui a ramené le coronavirus en Ah, France. putain. Le patient zéro. Patient est zéro, ici. et c'est lui. C'est vrai que c'était chaud en vrai, donc voilà, donc pas de TGS. Oui, non, mais c'est vrai que c'était dur. Pas de TGS du 24 au 27 septembre. Un événement numérique aura lieu à la place. On aura tous les détails d'ici mi-juin. Et d'ailleurs, là, je précise qu'on enregistre cette émission avant le stream PS5 qui aura lieu jeudi. Aujourd'hui, on est mardi, le jour de l'enregistrement. Ah, tu veux dire l'annonce de L'annonce de Demon's Souls surprise. PS5, c'est ça? Qui sait? Ouais. Toi, tu m'as l'air bien informé. Tu sais des choses. Bon, je sais pas, mais tu sais, c'est tout le monde arrête pas de répéter Demon's Souls, c'est quand qu'il est annoncé. Ouais. Et comme ça sera pas Bloodborne 2, Bah, qui sait? qui sait, non? On sait pas. Elden Ring. de toute Et façon, tu sais alors. quoi? On sera bien niqué s'ils changent vraiment le programme au dernier moment et que les gens vont avoir ce truc un jour après. Non, je pense que non. Moi, j'ai des sources. Hein. Je sais que Shigeru Miyamoto, il y sera. Bref, tout ça pour dire qu'on va assurer également la transition avec le dernier épisode qu'on avait réalisé un petit peu chacun chez nous pour reparler, je sais, de Final Fantasy VII Remake, puisqu'on s'interrogeait sur la suite
que pouvaient éventuellement donner les développeurs à Final Fantasy VII Remake. On se disait mais sous quelle forme ça peut arriver. On sait que la fin a fait déjà un petit peu polémique. Il me semble qu'on l'a même débattu, non pas en plateau mais chacun chez nous. Et il y a eu l'apparition entre-temps du guide Ultimania gigantesque d'au moins 340 pages. Voilà, qui a été commercialisé au Japon, où forcément il y a beaucoup d'interviews qui sont publiées entre les différents éléments de Solus, et Kitase a quand même, donc Ishinori Kitase, qui était réalisateur de cet épisode, a quand même dit qu'il ne changerait pas radicalement l'histoire et qu'il n'en ferait pas quelque chose de complètement différent de l'original. Voilà, l'histoire de FF7 continuera désormais comme FF7 l'a toujours fait, malgré les petits ajustements qu'on a pu voir ici ou là. Voilà, donc spoiler alert, machin qui devait être mort et qui est pas mort, qu'on voit à la fin, en fait, il va aller pique-niquer, quoi. Disons, ton spoiler alert, il a été un petit peu... J'ai dit machin. Oui, c'est machin, vrai. c'est qui machin? C'est pas n'importe qui. Et voilà, donc ça veut dire que peut-être que la trame va finalement ne pas forcément s'écarter autant qu'on le pensait du jeu d'origine. Ce qui est sûr, c'est qu'on est actuellement au stade de la planification, donc rien n'est encore définitif. Ouais, en fait, ils avaient aucune idée jusqu'à mars, ils savaient pas où aller. Ils attendaient peut-être de voir les résultats commerciaux et de se dire est-ce que c'est une bonne... Tu sais quelle est la réponse la plus partagée par tous les employés de Square Enix quand ils sont en interview, que ce soit dans les médias américains, européens, etc. Ce n'est pas prévu pour l'instant, mais si vous êtes nombreux à le demander, on y réfléchira. Donc à mon avis, ils attendaient de savoir ce qu'allait être la réaction des gens et puis ils ont vu, ah bah non, les gens ils sont nostalgiques, ils veulent une vraie suite comme avant. Bon bah ok, on fera comme avant. Et d'ailleurs, ils ont moins de certitude par rapport aux endroits qu'on va parcourir, puisque c'est donc le scénariste en chef Toriyama, qui en doit un petit peu le twist, qui a reconnu que voilà, autant il connaissait Midgar comme sa poche, autant dès qu'on s'écartait un petit peu dès qu'on sortait de Midgar, ce qui est quand même un peu la fin de FF7 Remake, eh bien il avait les souvenirs quand même beaucoup moins précis, comment l'histoire s'articule, comment ils arrivent dans les villes suivantes. Il faudrait qu'il refasse le jeu, il est disponible sur Switch s'il veut pour 20€. Ouais. En tout cas, l'Ultimania nous apporte une confirmation, ce qu'on avait dit déjà dans Gaijin Dash, on en est supputé, que c'est pas tout le monde dit oh là là, les mecs en capuche et tout ça, c'est Nomura, c'est de la Nomurasserie et tout ça, et en fait que Nomura est pas vraiment responsable de ce twist, en fait, que c'est vraiment Toriyama qui a pris le tournant, et ils le disent noir sur blanc dans le guidebook. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont aucune idée du nombre de jeux que pourrait prendre ce remake au long cours, même si la théorie la plus répandue semble être une trilogie pour Kitase. Nous ferons les choses les unes après les autres. On dirait vraiment un rapport de match de foot. Ouais. On prend les 3 points et les 3 millions et après on fait les choses les unes après les autres. Et si on divise l'histoire en de plus grosses parties, cela prendra plus de temps à faire, a dit Nomura. Alors que si nous faisons des parties plus petites et détaillées, nous serons en mesure de développer le second jeu plus rapidement. Bref, personne ne sait rien. Pour l'instant, enfin si, ils doivent quand même le savoir en interne. Personne ne sait rien officiellement, voilà. Il laisse planer le doute. Ouais. En tout cas, ça parle également d'autre chose que de Final Fantasy VII Remake. En ce moment, ça évoque la possibilité de Final Fantasy XVI. Parce que je rappelle, le 15, ça fait quand même 4 ans, ça va faire 4 ans au mois de novembre. Normalement, 4 ans, c'est le maximum entre deux opus. Et on enregistre juste avant l'annonce de la PS5. Ah, toi tu sais des choses. Bon, non, mais Square Enix a au moins 2-3 AAA en stock. Oui, j'espère bien qu'ils vont montrer faire la démonstration de leur nouveau moteur. C'est qu'on se demande quand est-ce qu'ils vont les annoncer. Enfin, d'après ce qu'on sait, quoi. La rumeur, c'était que Naoki Yoshida, donc le producteur à succès de Final Fantasy XIV, s'occuperait de FF16, mais il est arrivé, il a dit non, il en a ras le cul qu'on lui dit. C'est vrai, il est vraiment, non pas désemparé, mais on va dire... ras le cul. Il en a ras le cul. Il y en a plein le dos. Je serai toujours en charge de FF14 pendant des années, tant que je ne meurs pas de maladie ou d'accident. Petite pirouette. Donc merci d'ignorer toutes les annonces non officielles, c'est vraiment lassant. Voilà, il en a ras-le-bol qu'on lui pose toujours cette question, parce que c'est une rumeur qui est quand même revenue avec insistance. C'est le top dog du moment. Regarde, FF15, ça n'a pas marché comme il voulait. Du coup, le gars a été débarqué. Kitase, il est occupé sur le 7. Et puis bon, Kitase, il est plus trop non plus... Enfin, il est revenu sur le 7 parce qu'on avait besoin de lui, mais sinon, c'était quelqu'un qui avait pris un peu de la hauteur vis-à-vis de tout ça. Donc, qui aujourd'hui a les mains dans le cambouis et a tous les projecteurs braqués sur lui, c'est... Voilà, donc c'est Yoshida qui était pressenti, mais par la foule. C'est-à-dire tout le monde se dit, ah bah oui, s'il y en a un qui doit être récompensé et qui mérite de faire FF16, c'est lui, parce qu'il a réussi à faire plein de fric avec le 14. Voilà. C'est tout. Tu sais quoi, j'ai un trou de mémoire, je me souviens même plus c'était qui le mec sur FF15 qu'ils ont dégagé après. Enfin, qui est parti relever de nouvelles aventures.
Notre poteau. Bah oui. Comment il s'appelle? Tabata. Tabata, voilà. C'est vrai. Hajime Tabata. Voilà, tu vois, Tabata, il était en interview jusqu'à ce que le 15 ce soit la Bérésina. Il disait, ah bah oui, après le 15, il y aura le 16, gna gna gna. Et puis. N'oubliez pas, voilà. il travaillait dans sa propre succursale. Il y a eu visiblement un twist fumeux dont on saura sans doute beaucoup, dont on pourra, parler beaucoup plus tard quand on aura recoupé différents indices. Mais ouais, semblerait-il que ça s'est mal terminé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un recrutement de prestige au sein de Square Enix pour développer des systèmes de combat action pour les prochains gros projets. C'est Ryota Suzuki, un ancien de Capcom qui a bossé sur Dragon's Dogma et Devil May Cry 5 en tant que concepteur. Donc déjà, ça positionne un petit peu le mec en tant que créateur et concepteur de systèmes de combat. C'était sympa, Dragon's Dogma. Ouais. Oui, c'était sympa. Un 7 sur 10 de Puyo. 6, oui. Non, c'est un bon d'Arcaris. Ouais, mais c'est un bon set. C'est un bon test. Programmeur sur Monster Hunter World. Et puis, il a beaucoup bossé sur des jeux d'action et de combat de Devil May Cry 4 à Sengoku Basara 2. Donc voilà, il y a du mercato et comme il le dit lui-même, a priori les technologies sont tellement avancées qu'aujourd'hui le tour par tour, en tout cas pour les gros projets Square Enix, aurait peut-être moins de sens. C'est en tout cas ce qu'il a voulu se faire entendre. Ce qui confirme une version HD de Dirge Cerberus. Celle que vous aviez pronostiquée, je le rappelle peut-être durant la conférence PS5, qui sait. Bref, également pas mal de développement du côté de l'intelligence artificielle. Square Enix a ouvert a fondé une filiale dédiée à Shinjuku au développement de technologies liées à l'intelligence artificielle. Et c'est un Français qui est à sa tête, c'est Rémi Driancourt. Félicitations à lui, diplômé d'ingénierie qui bosse chez Square Enix depuis maintenant 10 ans. Grosse montée des gaijin chez Square Enix. Alors, on en a déjà parlé, mais il y a beaucoup d'ingénieurs français et québécois qui bossent chez Square Enix. Et, il avait notamment participé à la démo technique d'Agnis Philosophie. Qui avait fait grand bruit à l'époque, au moment de la transition de la génération précédente. On n'est pas loin de ça avec FF7 Remake. Hein. Ouais. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, clairement. Ouais. D'ailleurs, même, tu vois, les animations faciales ont quand même fait un net progrès depuis. Donc, voilà. Ce n'était pas que de la flûte. En revanche, alors là, je sais pas si on peut vraiment parler de technologie, mais on a enfin eu le fin mot sur les jeux Dragon Quest Dai no Daiboken alias Fly. On était réunis devant notre écran, tu l'as même streamé, Daniel. Est-ce que ça nous intéresse vraiment? On va forcément en parler. Les gens nous attendent. Faut savoir qu'avant Gaijin Dash, avant Gaijin Dash, il y a des gens, donc tu streams Daniel, il y a des gens qui interagissent et la question qui est revenue le plus régulièrement, c'est allez-vous parler des jeux Fly? Eh bien oui, puisqu'on les a vus, c'était donc le 27 mai dernier, on fêtait les 34 ans de Dragon Quest. Et voici à quoi ressemble l'un des 3 jeux, puisqu'il y avait 3 jeux. Non, je suis en train j'ai des frissons à le revivre là. Donc Dragon Quest Dai no Daiboken Tamashi no Kizuna, qui sera le projet Kizuna, mobile. Hein. Donc voici à quoi ça ressemble. T'as remarqué qu'elle a les cuisses à l'air? Moi, quand ils ont annoncé le jeu, le truc qui a été le plus discuté au Japon, je suis désolé, c'est les cuisses de l'héroïne. Parce que dans certains artworks, elle a les cuisses à l'air, et dans certains artworks, elle a un collant. Comment ça s'appelle? Un collant, un corsaire. Un Bulma. Et c'est ce qui a été le plus discuté. C'est ce qui était en top tendance. C'était pas le gameplay alors. Voilà. Ouais. Non, le top tendance, c'est sur Twitter, c'est tu vois, c'est cette tenue-là qui. C'était en fait, Mam no Momo. Voilà. Donc les cuisses de Mam. En fait, le truc, c'est que dans cette tenue, normalement, elle a juste pas de collant du tout, quoi. Elle bascule d'une catégorie archer-tireur. Elle devient Kempoka, donc elle fait des arts martiaux au milieu du manga. Donc 2021 pour ce projet sur iOS Android chapeauté avec Dena. On rappelle, la série va revenir, va être diffusée à partir des moments horribles. de l'automne 2020. Donc il fallait des projets pour les accompagner. Et là on voit le deuxième qu'on verra sans doute jamais en France, encore moins que celui que le jeu téléphone. C'est Crossblade, Dai no Daiboken Crossblade, qui est un peu une bande pour les enfants. Avec des cartes magnétiques que l'on déplace. Voilà, c'est des choses que l'on peut voir. Scross. Il y a un X et un R. Ouais. Mais j'ai hâte que tu nous parles du 3e projet parce que le titre est génial. C'est celui qui nous intéresse, le 3e projet, puisque c'est d'ailleurs c'est le seul qui a un titre occidental déjà. Et le titre est génial puisqu'il s'appelle Infinity Strash. Infinity Strash. Et je pense que ça va cartonner aux États-Unis. Je voudrais le Strash là. Oui, parce que donc à la base c'est en 2 mots, c'est dans 2 mots. Infinity espace Strash, mais beaucoup ont rajouté un petit apostrophe S pour dire la bouse de l'infini. C'est quoi Strash en anglais? A priori c'est le slash. Ils l'ont traduit slash en
A priori. Aban Strash, c'est la technique secrète de Die. Voilà. Oui, bien sûr, mais c'est pas un vrai mot anglais. Ah non, non. Non, c'est un mot qui sort de leur chapeau. Et donc voilà à quoi ça va ressembler. C'est développé par un studio qui s'appelle Game Development ou Game Developer, je sais plus exactement. Donc voilà. C'est no name. Hein. C'est Dragon Quest Musou moins. J'ai envie de dire c'est Trials of Dragon Quest là. Pas de plateforme annoncée pour l'instant. Ouais, mais bon, ça veut dire Switch et PS5. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Bon, pas PS5. 4. 4. Ah ouais, non, ça peut pas. Non, là, ce serait un vrai scandale. Est-ce que quand même ça vous. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui, moi je suis Day One, bien sûr. Day One, ah ouais. Bah, je suis Day One. Daiichi, comment on dit. Je suis Daiichi. Écoute, il n'y a pas eu assez. C'est le premier jeu Dragon Quest. C'est le premier jeu Dai no Daiboken. C'est le premier jeu Dai no Daiboken. On l'a vu dans Jump Force, mais il était, voilà, c'est pas lié à la franchise. Quelle indignité, Pouillot. On peut pas parler de ça. Non, c'est le premier jeu Dai no Daiboken, donc évidemment j'en suis. Évidemment, ça va être pas aussi bien que ce que je le pense, mais je suis prêt à lui donner sa chance. Moi, j'ai trop envie d'y jouer. Tu sais, c'est comme les gens qui voient Captain Tsubasa. Ils n'ont jamais eu de jeu Captain Tsubasa presque de leur vivant. Et là, on leur donne un jeu Captain Tsubasa, ils sont heureux. Ouais. Après, on verra le résultat. Et pour Captain Tsubasa et pour Gageons, comme on dit sur Gamecube, gageons que la version finale sera à la hauteur des attentes. C'est vrai? C'est comme ça qu'on dit. On poursuit avec, toujours chez Square Enix, on a appris que un projet Xenogears 2 avait été envisagé pendant un temps, à la suite du succès de Xenogears 1. Enfin, du succès, oui et non, parce qu'à l'époque, 900 000 ventes, malheureusement, c'était pas qualifié de succès. Enfin, quelle déception. Une paille. Et du coup, c'est à l'occasion de la sortie de Xenoblade Chronicles, eh bien, Sugiura, le fondateur de Monolith, a expliqué que l'une des raisons pour laquelle il a fondé Monolith, c'est que Square Enix n'avait pas donné son aval pour une suite de Xenogears, un jeu qu'il avait découvert lui-même en jouant, puisqu'il n'avait pas forcément... Il bossait lui sur un autre projet. Et il révèle que le génie de Tetsuya Takahashi l'a emporté. Et d'ailleurs, ils sont partis tous ensemble, fondés auprès de Namco, d'ailleurs. J'y rejoue en ce moment, d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Je me suis refait une partie. Ouais. D'accord, et du coup, ils ont embrayé sur Xenosaga, la trilogie Xenosaga, avant de revenir plus tard sur Xenoblade, enfin de concevoir Xenoblade pour le compte de la Wii. Et donc, ils révèlent surtout la raison, c'est que Square Enix, à cette époque-là, avait des ambitions de mesurer. Square à l'époque, c'est surtout Square, ça. Bien sûr, je dis Square Enix, bien sûr, c'est un abus de langage, puisque ils se sont dit, on va aller talonner Hollywood sur son propre terrain. Et ça a donné donc les annonces de Final Fantasy en veux-tu en voilà, et notamment le projet Les Créatures de l'Esprit. Ça a été vraiment une période très difficile pour Square, qui a failli déposer le bilan, ils ont enchaîné les mauvaises décisions, ils ont perdu leur tête pensante. C'est à cette époque-là que Sakaguchi, il pouvait plus continuer, il a été mis dans une situation plus qu'inconfortable. Ils ont fermé un ou deux studios complets. Et au final, c'est Enix qui s'est rapproché pour les absorber. C'est Enix qui a gagné dans le... c'est compliqué à dire dans des cas de fusion. Il y a eu des échanges d'actions, mais voilà. C'est-à-dire que Enix était plus valorisé. Ouais. Le seul truc, c'est qu'au dernier moment, Square a quand même fait des bonnes décisions. Ils ont sorti plein de jeux les dernières années pour essayer de compenser les pertes du film. Ouais. Et ça les a remis un petit peu d'aplomb. Mais c'est le dernier truc qui les... C'était pas une grande période en termes de business pour ça. Disons que ils ont eu des ambitions et malheureusement elles se sont un petit peu entrechoquées avec la réalité. Ouais. Mais c'est normal dans la foulée. Quand t'es à la pointe en termes de cinématique, de technologie avec dans le sillage de FF7, FF8, les mecs se sont dit FF c'est notre porte-avions et on va essayer de capitaliser un max. D'ailleurs, on va parler de FF. On va parler de FF15, non, c'est pas possible. Non, de Final Fantasy Crystal Chronicles, ça y est, qui a une date de sortie officielle le 27 août. Ah, ça peut être bien, ça. À la fois sur mobile, sur PS4 et sur Switch. Voilà. Rien que la musique nous déprime, même si elle est très jolie. Qui sera prêt? Est-ce qu'on est sur du Day One, là, Daniel? Seulement si tu me files le code et qu'on y joue à 2. Ou même à 4. À 4. Est-ce que Greg, tu voudrais te prêter à cet exercice? Ah bah ouais, putain, un stream à 4 de ça, mais chiche quoi. Moi je suis un des rares qui aime bien, donc pourquoi pas. Et c'est le même système. C'est le même truc. C'est le même jeu, c'est un remake Évidemment que c'est le même système. Ouais, non, c'est pas bon. On rappelle qu'il y aura donc online, a priori crossplay, donjon additionnel, des nouvelles fonctionnalités, à savoir la faculté de copier l'apparence et la voix d'un des personnages secondaires de l'histoire. Bon, soit. Donc on peut changer un petit peu de l'apparence de son avatar pour se grimer en NPC. Voilà. 40 € quand même.
Enfin, 4800 yens au Japon. Bon, il faut les avoir. Ouais, Mais c'est 20 balles sur iOS, non? Ouais, c'est ça. Le temps a passé. Peut-être que c'est devenu mieux avec le temps, je ne sais pas. Bah, On si t'as verra pas bien. 4 Game Boy à brancher, peut-être c'est mieux. On poursuit avec Nintendo. Nintendo qui a annoncé l'arrivée d'un Paper Mario, un nouveau Paper Mario officiel. Voilà, il y a plein de projets Mario qui, a priori, couvent chez Nintendo. On en a au moins eu un et lui, il arrive très tôt puisqu'il a été annoncé quasiment 3 mois avant la sortie. C'est Paper Mario The Origami King, sorti le 17 juillet, 60 € quand même. Et voilà, Vous après, avez pas viré toute l'équipe? Ah non, c'était Mario RPG. après les stickers stars, après... c'était quoi la dernière version, notamment sur Wii U? Tu te souviens, il y avait un autre Alors, je gimmick. suis pas du tout calé Ouais. en Paper Mario, c'est mon... Ouais, j'avoue que les derniers m'ont passablement ennuyé, en fait, faut bien le dire. Mais, Et le truc, il y a deux indices quand même, c'est qu'ils l'ont annoncé très très vite. Ça veut vraiment dire qu'ils l'avaient en stock dans leurs archives. Et qu'ils l'ont pas annoncé dans un Nintendo Direct. Ils l'ont juste annoncé comme ça, genre vraiment en post-it quoi. Bon, après, ils ont dit que les Nintendo Direct, à cause du Covid, c'était un petit peu plus compliqué Ouais. de synchroniser les montres. Mais voilà, donc on aura quand même un gros RPG pour cet été. Est-ce que c'est pas la bonne fenêtre? Tu sais, ils sortent toujours un petit peu au mois de juillet un RPG. L'an dernier, c'était Fire Emblem Three Houses. Là, c'est peut-être l'occasion de profiter de cette fenêtre, d'avoir un petit jeu Ce rafraîchissant. sera peut-être le Octopath Traveler de cet été. C'est vrai. C'est vrai qu'il y avait Octopath Traveler il y a 2 ans également. Mais Fire Emblem est vraiment vraiment cartonné quoi. Mm. Genre, on peut pas comparer maintenant. On verra. C'est le blockbuster de l'été de l'année dernière. Hein. C'est vrai. Eh bien, espérons la même réussite pour Paper Mario. On poursuit avec l'emprise de plus en plus manifeste des capitaux chinois chez les éditeurs japonais. NetEase Games, de son côté, a ouvert un studio au Japon, carrément un studio de développement focalisé sur les jeux consoles, qui s'appellera Sakura Studio. Et non pas, c'est pratique, c'est commode. Sakura Studio. Qui sera basé à Shibuya, voilà, et ils sont en train de recruter pour développer. Donc voilà, il y a quand même cette envie de faire quelque chose d'un petit peu typé fantasy. Et d'ailleurs, NetEase Studio s'est signalé avec un partenariat dans un des jeux à succès qui s'appelle Identity V. Voilà, un free-to-play qui a accueilli notamment les personnages de Danganronpa pour célébrer un petit peu le 10e épisode de la série. Je rappelle, Identity V, c'est quand même 200 millions de joueurs. Donc même si ça n'a l'air de rien, c'est un gros C'est juste qu'on le connaît pas. petit joueur asymétrique, voilà, un petit peu dans la foulée des jeux que l'on connaît comme ça de serial killer. Et bien voilà, ils sont allés chercher Monokuma et les personnages. Voilà à quoi ça peut ressembler. L'autre grand géant chinois, c'est Tencent qui a pris 20% du capital de Marvelous. Marvelous qui a eu une année un petit peu difficile avec Daemon X Machina qui n'a pas forcément cartonné, No More Heroes qui tarde à sortir. Il y a beaucoup de retard. Hein. Ouais, et voilà, et bien ils se sont là encore, ils ont renforcé leur position. C'est pas le premier éditeur japonais qui sont allés investir, mais décidément. Ils mettent des sous partout. Ils mettent des sous partout, ils mettent leurs billes partout. Ils ont bien raison. Bah oui. Ils ont l'argent. Et d'ailleurs, il y a un grand nom du jeu vidéo japonais qui allait rejoindre les rangs de Tencent, c'est Kenichiro Imaizumi. Vous voyez, voilà. Mon poteau. Ton poteau, peut-être que tu peux nous en parler. Voilà. On va dire que c'est la personne, c'est le meilleur ami de Kojima. Après, nous sommes tous les meilleurs amis de Kojima, mais lui, il est encore plus meilleur ami que nous. C'est celui à qui l'on doit toutes les dernières sorties de Kojima. Littéralement, c'est lui qui a fait les derniers jeux de Kojima, parce que Kojima, il est réalisateur, mais bon, c'est surtout le producteur mentor. Mais lui, c'est vraiment l'artisan derrière. C'est à lui qu'on doit le fait que Metal Gear Rising Revengeance soit sorti. C'est à lui que l'on doit que MGS5 soit terminé. C'est à lui qu'on doit Death Stranding. C'est l'artisan derrière le grand nom qu'est Kojima, en fait. C'est beaucoup lui. Ouais, il coordonne derrière. Et c'était très rassurant de savoir qu'il était d'ailleurs dans Death Stranding, parce que je me disais, merde, qu'est-ce que ça va être Death Stranding? Et le fait que lui soit derrière, ça me donnait la foi, parce que c'est quand même c'est un vrai meneur d'hommes, quoi. Donc c'est un grand talent du jeu vidéo. Death Stranding, dont le portage PC arrivera le 14 juillet d'ailleurs, et Hideo Kojima est revenu sur le succès du jeu. Il y a eu pas mal de discussions pour savoir est-ce qu'on est sur un demi-succès, sur un demi-échec, qu'est-ce qu'en pense Sony. Ils n'ont pas trop communiqué sur les chiffres. Kojima, lui, a tenu à dissiper un peu le doute. Il a dit qu'ils ont clairement franchi la ligne à franchir pour être dans le vert. Ouais. Voilà, qu'ils ont recouvert les coûts de développement. Donc, non mais c'est un jeu pour le monde. Voilà. Ouais. Il dit que c'est un succès et il compte bien forcément sur l'apport de la version PC, pour
renflouer un petit peu les caisses. Pour transformer l'essai, effectivement. Malheureusement, il a plusieurs projets en stock, dont un qu'il a dû abandonner. Il a dit: je suis plutôt énervé, mais c'est souvent comme ça dans l'industrie du jeu vidéo. On prend un prototype, on itère, et parfois il faut lâcher les projets un peu trop ambitieux. Mais il y en a un autre qui est actuellement au stade préparatoire, donc il ne peut pas dire grand-chose, mais il travaille activement dessus. Ça, c'est quelque chose qui rejoint un petit peu les déclarations qu'il avait faites avant. Il a également dit que de son côté, il y a les rumeurs de Silent Hill sur PS5 et avec un financement de Sony. Pour lui, il n'en est rien. En tout cas, il n'a jamais rien entendu de tel. On aura la réponse de toute façon assez vite, si elle doit avoir lieu durant la conférence PS5. Mais pour lui, tout ça est infondé. Il a même tendance à en rigoler. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'en a pas parlé. C'est pas l'homme de Silent Hill. C'est l'homme qui avait un projet qui s'appelait Silent Hill à la fin et qui s'est pas fait. C'est pas lui le... C'est le père de Silent Hill, c'est vrai que, mais après, avec Pity, c'était aussi la volonté de ressusciter un petit peu la franchise chez Konami. D'ailleurs, tant qu'on est chez Konami, on va parler de Love Plus Every. Tous les ans au TGS, on voyait des files d'attente gigantesques pour obtenir le droit d'essayer donc cette application, cette version dérivée du jeu Drag Love Plus, dont on parlait il y a au moins il y a plus de 10 ans sur Gamecult. Je crois qu'il y a même eu un test à l'époque. Il y a eu un test. Mais malheureusement, l'application a fermé. Il y a eu un lancement un petit peu chaotique à l'automne dernier. Ça n'a jamais pris. Peut-être que tout simplement c'est passé de mode ou que l'application n'a c'est pas... fini. Tout le monde a fait le sien. C'est le même truc. Ouais, tout le monde a fait le sien avec peut-être un angle un peu plus ludique, ne serait-ce que les Idol Master et autres, ce genre de choses. Et voilà. Les jeux de drague, donc cette application fermera le 5 août 2020. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Terra Battle également va s'arrêter. Et c'est marrant parce que autant Terra Battle 2 et Terra Wars ont déjà fermé leur serveur, autant Terra Battle avait un petit peu poursuivi. Mais lui aussi, donc c'est la première appli d'Hironobu Sakaguchi, la première appli d'envergure. Lui, il a bien vécu quand même. Ouais. Et bien, après 6 ans de bons et loyaux services, c'est bientôt fini également pour Terra Battle. Et tant qu'on est chez Konami aussi, on a vu apparaître Silent Hill, on en parlait. Silent Hill, mais dans un jeu complètement autre, qui est Dead by Daylight, puisque l'héroïne de Silent Hill 3 va faire une apparition parmi les victimes potentielles. Et de l'autre côté, du côté des slashers, ce sera Pyramid Head, méchant emblématique de la série, notamment depuis ce deuxième épisode, qui sera également en train de la poursuivre dans les couloirs. D'ailleurs, certains y jouent déjà, puisque cette phase est en test actuellement sur PC. Dead by Daylight, qui a un gros succès au Japon. D'ailleurs, ils avaient fait une version un petit peu DLCisée, spécialement tournée vers le Japon, avec une créature, un monstre typiquement dans l'esprit des films d'horreur japonais. Voilà, je reprends un petit peu mon souffle pour évoquer des jeux, les fameux jeux qu'on ne pensait jamais voir, les fameux jeux Maboloshi, comme on dit dans Gaijin Dash. Il y en a eu plusieurs qui sont sortis de la caverne, notamment du côté de Samurai Shodown. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Bien sûr. Oui. La compilation va sortir le 11 juin, donc c'est très prochainement. Elle sera même gratuite pour ceux qui iront la télécharger sur l'Epic Game Store pendant une semaine. Donc n'hésitez pas, si vous êtes, si vous prenez Gaijin Dash assez tôt, vous pouvez avoir gueule tout du ça. Premier à Omaru, je m'en souvenais plus. Vous pouvez avoir tout ça gratuitement sur PC. Le jeu va également sortir sur PS4, Xbox One et Switch un petit peu plus tard. Et la bonne surprise, c'est que il y aura toutes les versions de Samurai 5, y compris la version inédite, qui n'a Samurai Shodown 5 Perfect, qui n'avait jamais eu droit à la moindre commercialisation ni à la moindre exploitation. À la base, ça devait être mais l'histoire est incroyable. Ils l'ont retrouvé au pif. Sur un disque dur, je crois, ou sur un disque émo. En fait, chez un gars qui l'avait emmené et qui savait même pas qu'il l'avait. En fait, c'est un des développeurs. Un camarade développeur et journaliste, ex-journaliste, que je vous recommande d'ailleurs de suivre sur Twitter, qui s'appelle Brandon Sheffield. Et il posait les questions et en fait, il parlait justement, alors, ce samouraï, et le mec, il dit, vous savez, justement, moi je l'ai en fait, je l'ai là. Le jeu, il se faut quoi ? Vous avez le Samurai Spirit. Donc du coup, ils racontent dans ce thread sur Twitter comment ça s'est passé, comment ils ont traduit le jeu puisqu'il fallait le retraduire. Et ils l'ont traduit hyper vite en plus. Il les traduit en un week-end. Parce que c'est ça la différence, c'est qu'il y avait des modes story un petit peu pour chaque personnage, en plus du reste, en plus des équilibrages et surtout de la correction de bugs. Mais c'est une histoire assez fabuleuse d'un jeu jamais sorti. Parce que le jeu avait même eu droit à un début de test en arcade, mais SNK est arrivé, a fait non, ce jeu-là on le sort pas. On n'a pas le budget. On n'a pas le budget parce que c'était l'époque où SNK n'avait pas de budget, ça a bien changé. C'était parce qu'ils venaient d'être achetés par les Coréens, donc tout à fait. Il n'y avait plus de sous. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a 2 Metal Slug qui vont arriver cette année. Ça a été confirmé par le président coréen de SNK.
Voilà, SNK qui continue un petit peu son expansion dans le... Il sort bientôt alors le Samurai Spirits, le Samurai Shodown Collection. 11 juin. Donc voilà, Ah, mais c'est- on oui, est c'est- le 9 c'est moment de demain. l'enregistrement. C'est demain Putain, je suis demain. trop content. Ouais, Trop content. Donc voilà, étonnant de retrouver ce jeu-là un petit peu de façon mystérieuse. Il y a un autre jeu qui s'appelle Clockwork Aquario. Alors Oui. là, par contre, Alors là, ça me fait pas on rêver. l'a vu un petit peu sorti de nulle part, mais c'est à nouveau Ryuichi Nishizawa dont on parle régulièrement dans cette émission, puisque c'est le créateur des Monster World. Ouais. C'est grâce à lui qu'on a vu dernièrement Wonder Boy 3 Dragon's Trap chez Dotemu et Lizard's Cube, mais également Monster Boy de Curse Kingdom, puisqu'il a approuvé le projet, là encore, chez les Français de Game Atelier. Et du coup, Ryuichi Nishizawa a trouvé quelqu'un pour ressusciter ce projet. Ce sera chez Strictly Limited Games. Et voilà un petit peu les images de ce jeu d'arcade qui était censé à l'époque faire la démonstration des capacités du système 18, la carte de Sega système 18. Ouais. Mais on est dans une époque où la 3D commence à émerger. Et forcément, un jeu de concept action-plateforme un petit peu classique, et bien même pour l'époque, et bien forcément le projet avait été ajourné. Donc 27 ans plus tard, et bien il va revenir. C'est beau. C'est beau, hein. C'est beau. Super, Ouais, non, c'est c'est super. magnifique. Et en plus, il a vraiment de l'allure. Hein. Enfin, voilà, il y a Lui, vraiment ça. il me fait pas du tout rêver, il me donne carrément faim, en fait. C'est vraiment... Il représente... Il est tellement symbolique d'une époque complètement perdue. C'est-à-dire que aujourd'hui, tous les jeux indés américains qui veulent faire du pixel, ils savent pas faire ça. Enfin, tu regardes la gueule que ça a, ils arrivent pas à faire un truc pareil, quoi. Il y a vraiment la patte graphique de l'époque que tu retrouves pas dans les productions indées actuelles où ils essayent de faire à l'ancienne, mais ça rend pas comme ça. Ouais. Et ça, c'est... C'est un savoir-faire C'est- qui c'est s'est un beau. peu perdu avec Ouais. le temps. Même les Japonais ont du mal. Hein. Donc Clockwork Aquario qui va sortir sur Switch et PS4 dans le courant de l'année. Je pense qu'on aura l'occasion de s'y pencher un petit peu. Voilà, nous, le pixel art. Hein. Et Didlit in Wonder Labyrinth, dont on avait parlé, le fameux Metroidvania Ah oui, inspiré de ça. Lodos, dont la deuxième partie arrive en juin. Ah, tu y as joué ou pas? Ah oui, Ouais, on en oui, avait j'ai parlé joué. dans l'émission. Non, mais tu l'as fait... Je veux dire, tu as continué à y jouer? Ah bah malheureusement, j'attendais juin parce que en fait, Ouais. c'est chapitre par chapitre qu'il est livré avec D'accord. l'accès anticipé. Donc là, on verra un petit peu ce que ça donne. Et tant qu'on y est, Rage of the Dragons est également revenu d'entre les morts. Rage of the Dragons avait eu droit à une sortie sur Neo Geo. C'était en 2002, je crois. Voilà, c'était il y a très longtemps. Ce jeu de baston réalisé en partenariat mais avec la licence de Technos. Double Dragon. Parce que voilà, on retrouve Billy, Jimmy Lee de Double Dragon et même un avatar d'Abobo qui s'appelle Abubo. Aïe. Ah, Donc voilà, Bobo, hein, c'est le gros baraquet de, Eh oui. de Double Dragon. Et du coup, il avait lui aussi un petit peu disparu pour des questions de droit. Et eh bien, c'est un studio qui s'en est emparé pour le ressortir là encore et essayer de faire un peu de blé. Donc on leur souhaite bonne chance. On va finir. Ce point news est assez long, mais on essaie de l'accélérer avec quelques news du côté de Bandai Namco. oui. Déjà l'annonce d'un jeu next-gen venu du Japon, il n'y en a pas tant que ça, et il y en a eu un du côté de Bandai Namco, puisque c'était pendant le stream dédié au jeu Xbox Series X. Ce jeu s'appelle Scarlet Nexus. Voici à quoi il ressemble. Il ressemble un petit peu, il y a vraiment cette esthétique God Eater 3 Code Vein, et c'est pas un hasard. C'est Hein. la Team God Eater. Hein. Tout à fait, produit par Keita Iizuka, donc a réalisé God Eater 2, Rage Burst et Code Vein, hein, forcément, donc c'est vraiment la même équipe. Sauf que là, ça va sortir sur Series X et on ose croire que ça tournera de façon fluide. Pour l'instant, ça l'est. Ouais. Donc action RPG, hein, avec des espèces de créatures comme ça, de l'enfer. Les monstres dégueux, comme ça, en général, ça marche bien. Est-ce qu'on peut... Dis-moi. Je crois que je suis hermétique à leur jeu, en fait. Ah ouais. Ouais, je crois que God Eater, c'est pas ma cam. Code Vein, c'est pas ma cam. Code Vein, c'était pas ta cam. Tu l'avais streamé, je crois. Ouais, et je sais, tout le monde disait stop, arrête. Et Ouais. non, c'est... Le Animus Dark Souls, le Animus Calypse, c'est pas ton truc. Je trouve pas ça ni fin, ni très bien. Les vampires... non, je trouve... Après, mais c'est on n'y est peut-être- pas encore. Hein, C'est pour peut-être l'instant. moi, hein, c'est mes goûts. Ouais. C'est Écoute. pas ma cam. Là, pour l'instant, Mais on sait pas grand-chose du jeu. Et puis, il y a vraiment ce côté combat un peu plus dynamique aussi. Et puis c'est pas une exclu, hein, c'est aussi... Oui. C'est aussi Current Gen, ouais. donc ça va également sortir Mais sur PS4. il faut le dire, Xbox, Namco Bandai Et a l'air quand même très main dans la main avec Microsoft, puisque Elden Ring, parce que c'est surtout ça hein, que j'attends, c'est pas ça, c'est Elden Ring. Elden Ring, lui, ils ont des accords commerciaux avec Microsoft, donc
qui sera montré sans doute sur Xbox Series X, même s'il sort surtout. Voilà. Bah on verra peut-être. On espère bien le voir à la conférence PS5 lui aussi. Hein. Tu parlais de Demon's Souls, ce serait bien d'avoir. Alors, je peux te dire que Elden Ring, non, il n'y sera pas. Ouais. Enfin après, j'espère que d'ici 24 heures après la diffusion de cette émission, j'espère avoir tort. Voilà. Très bien. Et également chez Bandai Namco, 28 août, c'est le rendez-vous fixé pour Captain Tsubasa, Rise of New Champions. Et là, forcément, eh bien, on se cotise. Je rappelle que c'est bientôt mon anniversaire, hein, je le dis tous les jours, mais c'est très important. Puisque l'édition Légende, il y a 4 éditions collector, l'édition Deluxe, l'édition collector, l'édition Champion, mais l'édition Légende, elle est forcément légendaire, puisque pour la bagatelle de 1999 €, qu'est-ce que c'est dans une vie ? Eh bien, on repart avec un Babyfoot Tsubasa haut de gamme, fabriqué par René Pierre, hein, donc c'est fabrication française, monsieur, et Babyfoot stylé, puisqu'il reprend donc... et honnêtement, si ça jugeait que sur les animations, là, ce serait super. Ouais. Parce que Ken Wakashimazu Ed Warner qui saute sur la cage des buts, c'est formidable. Mais en tout cas, toi qui as joué, alors c'est quoi ta phrase rituelle ? C'est gageons que la version originale sera à la hauteur des attentes placées. Voilà, regardez-moi ça. Mais est-ce que ça ferait pas bien sur le plateau de Gaijin Dash ? Moi, ce que j'aime bien, c'est que les boules sont au bon endroit sur l'illustration de Tsubasa. Quel est l'état de corruption de notre équipe ? C'est-à-dire, si on nous offre le baby-foot, est-ce qu'on leur après, si les lecteurs de Gaijin, les auditeurs de Gaijin Dash se cotisent avec une... on sait pas, hein, ça peut arriver. Est-ce que le premier 10 de l'histoire de Gamecult est à ce prix ? Il y a un autre truc, il faut, et ça je le dis à tous les gens qui achètent des Deluxe Pack, est-ce que tu achèterais ça pour 1900 € même s'il n'y avait pas de Tsubasa dessus ? Non, mais je réfléchis, toi. On va dire Gaijin Dash, c'est vu, écouté, à 60 000, 70 000 personnes. Hein, si chacun d'entre eux envoie 20 centimes. Ouais. Il faut faire une cagnotte litchi. Hein. Ouais, la cagnotte litchi. En vrai, on n'a pas besoin de ça. Oui. Bah si. En vrai, non, il faut dire on s'en fout. C'est des Deluxe Pack qu'on n'aurait pas acheté. C'est pour ça qu'il a envie qu'on nous les offre. Bon, on verra. En tout cas, autre date à retenir. Et quelle date pour la célébration des... J'étais en train d'essayer de négocier une augmentation, Greg. Pardon. T'as pas capté du tout. Célébration des 15 ans de Sengoku Basara. Série tombée en désuétude. Et quelle célébration puisqu'ils vont simplement ressortir donc cette anniversary édition du dernier en date. Sumeragi. Donc Basara, c'était le clone de Samurai Warriors qui avait du panache, même parfois, qui était peut-être meilleur à jouer finalement, peut-être moins stratégique, mais avec encore plus de satisfaction. Et voilà, au lieu de faire un nouveau jeu, puisque de toute façon il ne se vendrait qu'auprès d'une frange de fans un petit peu limitée et carrément pas un international, et bien voilà, ils ont décidé de faire l'édition ultra super complète avec pas loin de 60 contenus additionnels et une fluidité de tous les instants, comme on peut le voir. Comment tu crois zéro à ce que tu dis ? C'est important de le dire. Mais voilà, en tout cas le compteur de combo va pouvoir gonfler, et puis je sais que finalement peut-être que quand il va sortir, Daniel, je te connais. Tu me dis non, machin. Et tu vas quand même le préco et le streamer. Ah putain, il y a les DLC de Tales of Zestiria. Voilà. Ah ouais, non, là tu montres, il y a le DLC de Monster Hunter, de Street Cat. Ah, il y a Ryu. Il y a les musiques Disco Basara. Franchement, comment tu peux résister à ça ? Et dernier rendez-vous pour nous, ce sera le 23 juin. De 17 à 18h. Est-ce que vous serez en plateau avec moi ? On l'espère. J'espère. On reçoit l'invitation, on vient. Pour commenter en direct le New Game Plus Expo. C'est pas rien. New Game Plus Expo, on va voir la liste des éditeurs, si Hubert l'a en stock, parce que je l'ai un peu pris de court. Oh là là, mais il est formidable. Regardez-moi ça. Pendant 1 heure, on va vibrer avec les fans de jeux japonais. Sega, Atlus, Natsume, Idea Factory, Spectrum Soft, Koei Tecmo et les autres vont présenter certains de leurs projets. C'est un petit peu le rendez-vous E3 du Japon. Et forcément, nous, ça nous intéresse. C'est vachement bien d'avoir ces... alors, en dehors de Sega, évidemment, mais c'est quand même vachement bien d'avoir ces éditeurs... qui sont pas suffisamment gros pour faire leur propre conférence, mais qui ont un poids de grosse niche désormais dans le milieu occidental. Je pense à Koei Tecmo, je pense à Arc System qui pèse maintenant. Ou Atlus aussi, qui a vraiment une fanbase super... en tout cas... Ouais. À tel point, par exemple, rien que pour parler de Sega et Atlus, Yakuza Kiwami, le premier, a eu droit à une fan trad française... pour ceux qui voulaient le découvrir sans jouer intégralement en anglais. Il y a des gens qui sont très très dédiés à ces franchises-là. Et ça fait plaisir. Ça veut dire qu'ils sont un peu auditeurs de Gaijin Dash. Puisque tu dis, puisqu'il faut revenir sur les news, Yakuza aussi fait le tour sur Xbox. Yakuza 7 sera dispo à la sortie de
de la Xbox Series X, c'est vrai que ça a été annoncé. Ouais, tout à fait. Et alors, c'est vrai que Yakuza vend pas autant qu'un AAA classique, mais par contre, l'aura de Yakuza fait qu'il y a des gens qui sont là au rendez-vous du Day One pour Yakuza. Donc c'est pour ça que Yakuza devient une espèce d'enjeu, et c'est pas juste pour courtiser Sega, quoi. Puis Yakuza 7 est super, vous allez kiffer quand il sortira. C'est vrai, 9 labels, hein, je le rappelle, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Disons que c'est mon jeu avec un set préféré de l'année. Je vois ce que tu veux dire. Belle pirouette, en tout cas. Avant d'arriver sur le gros sujet du mois, eh bien, on va quand même évoquer ce qui s'est passé pour célébrer les 60 ans de Sega. C'était le 3 juin dernier, et la firme Hérisson Bleu, comme on l'appelle, la meilleure périphrase du monde, eh bien, a annoncé ce qu'on redoutait. Regarde le cadrage pendant que tu remets l'image sur Pouillot. Regarde le cadrage pendant que tu parles. Il y en a un qui te surveille là en bas, à gauche. Magnifique, coucou. Qu'est-ce que tu veux dire. Voilà, on a un masque i2 de Sonic, pour ceux qui nous écoutent en audio, le fameux masque de Pipo Mantis, et donc on l'a mis sur ce décor spécial Sega. On embrasse Pipo. On embrasse Pipo, effectivement. Bah non, les gestes barrières. Ah non, moi je l'embrasse, pas de problème. Et du coup, Sega a annoncé 3 gros projets. Et le premier, c'est cette Game Gear Micro. Oui. Car on ne dit pas Game Gear. Game Gear Micro. T'as remarqué que la narration de la pub est faite par Takahashi Yumiko, qui était celle déjà qui était la voix des pubs de l'époque. Ah non. Et oui. C'était le principal intérêt de cette publicité. Eh oui, parce que donc la Game Gear Micro, c'est une Game Gear. Alors forcément, la Game Gear de base est quand même assez volumineuse. Pour ceux qui la tiennent aujourd'hui dans les mains, vous allez entre la taille de l'écran et la vraie prise en main. Mais là, du coup, elle tient dans la paume de la main, mais pour de vrai. Oui. C'est encore plus micro qu'une Game Boy Micro. En fait, l'écran fait 1 inch. Tu sais, ils te disent toujours écran 3 inches. Alors, chez les inches, c'est les pouces, c'est ça ? Ouais, c'est ça. 1 pouce. Voilà. L'écran fait la taille de ton pouce. À tel point qu'elle fonctionne à pile, même si tu peux quand même la relier en USB, mais voilà, tu peux l'emporter partout avec toi à condition d'intégrer des piles. Et du coup, la particularité, c'est qu'il y a 4 modèles, 4 coloris, avec à chaque fois 4 jeux. Tenez-vous bien. Ça veut dire 4 arnaques. On peut le dire. On peut le dire. Ah, c'est comme ça. Non. Est-ce que si tu l'as... Non, alors, moi, je pose la question en toute honnêteté intellectuelle. D'accord. En admettant que nous voyagions au Japon en septembre, si le TGS avait eu lieu. Sur Terre 2. Sur Terre 2, dans une histoire parallèle, est-ce que dans une boutique d'Akihabara, tu vois cette petite Game Gear Micro qui te tend les bras avec une sélection? Là, on voit Shining Force, Gaiden 2, Gaiden et Sword of Aija. Est-ce que tu la prends pas quand même? Alors, tu veux vraiment sincèrement? Ouais. La vraie sincérité. Mais sans vulgarité, je lui chie dessus. Ah bah d'accord. Ah non, je rentre dans le magasin. Tu sais, comme dans Zelda, je rentre dans le magasin, je casse les meubles. Putain, on se voit aux infos le soir. Non, mais le truc... comme le mec qui avait nagé dans les douves impériales. Là. Alors ça, c'est le plus ridicule, c'est qu'il y a une loupe éclairée. Et tu veux que je te dise quelle est la stupidité de ce... Enfin, il y a plein de trucs stupides. Il y a 4 jeux pour 4 consoles. Pour 40 €. Pour la taille d'un porte-clés. Donc ça veut dire que même si tu achètes le Shining Force, puisque tu as tous les Shining Force CD dessus, même si tu l'achètes, tu peux pas y jouer parce que les textes sont trop petits. Parce que c'est ça le problème, c'est que les textes vont être trop petits. Donc on te sort une loupe. Mais c'est stupide parce que la Game Gear originale n'avait pas besoin de loupe. Surtout la loupe, tu ne peux l'avoir que sous certaines conditions, c'est-à-dire en commandant le pack avec les 4 à 250 boules. Je fais confiance à nos copains de chez Akihabara pour nous sortir un truc tiers, une loupe. C'est de l'arnaque. Non seulement c'est pas respectueux de la Game Gear originelle, parce que la Game Gear originelle, t'avais pas besoin de loupe. Non, vraiment, rien ne va à ce projet. C'est vraiment un projet. Mais en fait, ils l'ont annoncé. Voilà, tout le monde attendait le mégaton de Sega. Il y a des gens qui attendaient n'importe quoi. Il y a des gens qui ont dit ça y est, Sega va remplacer la brand Microsoft au Japon. Il faut leur dire un texto, parce que nous, Gaijin Dash, on connaît l'actu, comment ça se passe au Japon. Sega, on adore Sega. On est des Sega Kids, nous 3. Sega n'a pas une aura comparable au Japon. Sega, c'est les losers au Japon. Ils ont été, c'était la 3e console derrière la NEC, tu vois, faut t'imaginer ce que c'était l'époque des 16 bits. C'est une aura de loser. Mais moi, j'adore de loser formidable, j'adore Sega. Mais la popularité de Sega, c'est surtout en Occident. C'est surtout en France, c'est surtout aux États-Unis. C'est nous qui avons fait la popularité de Sega, c'est pas les petits Japonais. Ouais. Et donc, les gens qui sont intéressés par la Game Gear au Japon.
Oui, ça fait pas BZF effectivement, mais c'est peut-être pour ça qu'ils ne mettent pas autant de moyens que ça, qu'ils essaient de rentabiliser au maximum. Moi, je suis pas aussi dur que toi. Moi, je trouve tu rentres pas en magasin et tu... Moi, je casse pas les meubles dans le magasin. Je pense que j'en aurais pris une pour le LOL. J'aurais certainement pris soit celle avec les Shining Force, soit celle avec Baku Baku Animal, qui est mon puzzle game préféré. Ah bon. Mais je pense qu'elle n'est pas vendue comme une console rétro. Elle est vendue comme un jouet, en fait. Comme un porte-clés cher. Un jouet intéressant. C'est vrai qu'il lui manque la petite chaîne. Ça aurait été un porte-clés. Ils auraient juste rajouté la chaîne et le truc. Ça aurait été génial. Il me semble que c'est possible, justement. Tu peux la Il y a une porter. petite encoche. Bah, l'encoche originale. T'as l'encoche originale, normalement. Moi, je le vois plus comme un jouet ou un gadget que comme un... Mais 40 balles, quand même. Hein. Je le vois... Tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à la Neo Geo Mini, mais version mini cabinet d'arcade. Je sais plus comment elle s'appelle. La Neo Geo Mini. C'est la première Neo Geo Mini. La toute première, voilà. Moi, je le vois plus comme ça, qui était au final... qui est plus un gadget qu'un vrai truc jouable, quoi. Ouais, mais par contre, tu peux la brancher sur une télé. Alors que là... Ouais, je sais pas. Écoute, moi je trouve ça charmant, trop cher pour ce que c'est, mais charmant. J'ai hâte de voir le Gamecube Live où vous allez streamer l'écran. Il faut dire que la hype s'est un petit peu dégonflée parce que comme tu le disais Daniel, tout le monde attendait un énorme scoop et pour cause puisque c'est un scoopou, un dai scoopou, puisque donc c'est le journaliste Zenji Nishikawa qui tient une rubrique chaque semaine dans Famitsu, chaque semaine, je sais plus exactement, mais voilà, où il revient un petit peu sur la création de jeux sur c'est Muzukashi Anashi, c'est ça en gros, c'est les choses complexes qu'il essaie de vulgariser dans sa tribune, et du coup il avait dit j'ai un scoop de ouf les mecs sur son stream, attendez, accrochez-vous bien, ça va être digne de la PS5 et quand les gens vont savoir ça, ils vont dire c'est moi qui l'ai révélé. Je pense qu'il avait envie de se marrer. Moi, j'imagine la gueule de tout notre public qui est genre le matin, ils se sont levés et ils ont vu Twitter et ils ont vu cette petite main avec cette console micro. Et en plus, l'interview derrière qui a parlé du projet donc de cloud gaming arcade. Ouais. Je pense qu'en fait, il l'a dit un petit peu comme nous, on parle de grands scoops à chaque fois. Oui, c'est son scoopou à lui, tu vois, c'était pour se marrer. Mais tu sais, je pense que c'est un... Déjà, ça s'adresse aux gens qui ont connu la console à l'époque. Donc, c'est pour les gens qui ont notre âge. Et moi, je vois... pour moi, ça ressemble... Je mets ça dans la même catégorie que les gars qui rachètent une platine pour écouter des vinyles. Sauf que tu peux t'en servir facilement, alors que là, finalement, tu vas te plisser les yeux. Et je rappelle... je suis sûr qu'il y aura des gens qui vont acheter ça juste par... collecte. Bien sûr. Honnêtement, on voit d'ailleurs les versions collector. C'est des trucs sous verre. Il y a des gens qui achètent les répliques des cartouches Mega Drive sous verre avec tous les jeux de la Mega Drive Mini. Donc, mais par contre, c'est pas. Faut pas croire. C'est le miroir aux alouettes de faire croire que c'est des collectors, de faire croire que c'est limité. Tout ça, c'est des conneries. C'est de la merde. Le gros scoop, en l'occurrence, c'était pas la Sega Xbox Series X, contrairement à ce qu'on a pu lire. C'est l'annonce donc d'une solution de cloud localisée. Enfin voilà, c'est le Fog. Le fog computing qui permettra, on va dire, aux gérants de salles d'arcade de rentabiliser un petit peu leurs machines pour en faire en quelque sorte des serveurs dédiés qui puissent continuer à être exploités quand la salle est fermée ou notamment, c'est lié notamment à la crise du coronavirus. C'est un des exemples qui est donné, c'est en cas par exemple de retour de pandémie, on ne sait jamais, et bien que les salles ne restent pas fermées et qu'elles puissent continuer à générer de l'argent. Alors c'est pas un service pour l'instant d'arcade à domicile, ça pour l'instant ça n'a pas été officialisé, mais c'est l'une des exploitations qui pourrait éventuellement avoir lieu, et c'est également pour limiter de l'autre côté tout ce qui est temps de latence, puisque forcément comme ton serveur est moins distant, eh bien ça permettra d'avoir, aujourd'hui on le sait, les bornes sont en réseau au Japon pour la plupart, que ce soit pour télécharger les jeux mais également pour les échanges de données et pour les versus délocalisés. Mais voilà, ce sera un petit peu pour optimiser tout ça, et c'était ça que donc Zenshi Nishikawa je suis pas très convaincu. Je suis pas convaincu parce qu'on en discute ici à chaque fois, mais la direction que prend l'arcade au Japon depuis quelques années maintenant, c'est ce qu'on appelle les taiken, donc c'est les expériences, donc c'est les machines qui te donnent une expérience, c'est les sièges vibrants, les cockpits de Gundam qui t'englobent complètement. Il y a aussi un retour depuis quelques années des shooters avec des gros fusils en plastoc. Ou alors les jeux où tu as une table interactive où tu poses tes cartes, que ce soit les jeux de foot, les jeux, les kankole, les trucs comme ça, où il faut que tu achètes des cartes à jouer et tu les places et tu vois tes bonhommes apparaître à l'écran. Et tu peux pas simuler ça dans le cloud en fait. Ouais, tout à fait. C'est bizarre. C'est comme si Sega annonçait on va faire des Shadow PC mais 4 ans plus tard.
C'est surtout un message envoyé, on va dire, à leur socle de gérants de salles d'arcade pour leur dire que le domaine n'est pas vraiment mort et qu'ils pensent à des solutions quand les salles ne peuvent pas ouvrir ou qu'elles sont tombées en désuétude. On avait fait une news sur Gaijin Dash pour évoquer le nombre de salles qui fermaient. Il y a beaucoup de salles tous les ans au Japon. Et là, après le 2 mois de Covid, c'est assez dramatique. Et même pas que pour les salles d'arcade, mais même les pachinko. Vu qu'ils parlent de distanciation alors que les bornes de pachinko sont collées les unes aux autres. Donc c'est une période assez critique pour l'industrie de l'arcade. Et la dernière info liée aux 60 ans, c'est cette publicité, la fin en tout cas de la série de pubs liée au personnage de Segashiro, on l'avait évoqué. Voilà, Segashiro a trouvé son maître et aux surprises, on ne s'y attendait pas du tout. Il s'avère que son plus grand défi à relever, c'est de surpasser le père, alias Segata Sanshiro. Ah bon, oui, pardon. On va le voir sous le masque. De toute façon, on l'avait reconnu à la voix, peut-être. Et voilà, le temps que ça avance, il y a quand même un petit finishing move qui est quand même assez puissant. Puisque, on le rappelle, ils sont père et fils dans la réalité, d'ailleurs. Oui. Voilà, donc c'est le Hiroshi Fujioka et son fils. D'ailleurs, c'est un fils qu'il a eu très tard, donc c'est pour ça qu'il y a une telle différence d'âge, mais c'est bien son fils. Ah écoute, Fujioka, il a eu des ennuis. Voilà. Fujioka LM. Voilà. Écoute, je travaille pas chez Voici Egala, mais il a eu quelques ennuis avec sa vie sentimentale, on va dire. Oui, c'est ça quand on est un playboy et qu'on est capable de faire exploser la planète. Quand on est de tuer les gens à main nue. Non, bref. Disons que cet acteur incarne la virilité à son maximum au Japon, un pays où... Le machisme a encore de beaux jours devant lui, tu penses ? Je sais pas. Tu sais, on en parlait beaucoup de Terrace House, justement. Il y a un vrai shift dans la mentalité japonaise. Donc, est-ce que c'est un homme de l'ancien temps ? C'est un homme du passif, comme disait Valéry Giscard d'Estaing. Oui, d'ailleurs, Terrace House, on était des spectateurs assidus. J'ai pas suivi la dernière saison, et toi, oui. Vous avez remarqué quand même qu'il s'écrase sur la Saturn. C'est puissant, bien sûr. Et donc, tu disais sur Non, je disais que Terrace House, malheureusement, un show que l'on regardait, enfin s'est arrêté. Puisqu'on peut faire un aparté là-dessus, quand même, c'est quand même une circonstance assez grave, puisqu'il y a une des candidates qui s'est suicidée. Et moi, j'ai pas suivi cette saison, j'ai découvert vraiment le personnage après coup, mais du coup, ça mettait le doute surtout sur la véracité, cette promesse de pas de script. Cette émission d'abord qui était ultra bienveillante, l'était plus tellement, c'est ça aussi le problème, c'était que on regardait pas Terrace House pour des clashs en fait, ça c'est l'Occident, c'est l'image qu'on a de la Real TV en Occident. Les gens regardaient Terrace House parce que c'était zen, parce que les gens ils sortaient pour bouffer, parfois ils faisaient des petites soirées mais il y avait rien de plus, parce que les gens avaient pas vraiment de contact non plus, il y avait déjà le principe de distanciation et que tout d'un coup le jeu c'est un jeu, enfin c'est une émission, tout d'un coup l'émission non seulement te ment, mais en plus n'est pas aussi bienveillante que ça. Et entre ça, un des présentateurs qui s'est fait gauler pour fraude fiscale, et ça au Japon, c'est niette. Tu peux pas présenter l'émission. Je sais qu'en France, tu peux être maire de Levallois j'ai rien fraudé. Alors que t'as plein de... Mais oui, donc oui, c'est une émission qui s'arrête et toi qui étais spectateur, qu'est-ce que tu ressens toi pour avoir vu cette c'est dramatique à tel point qu'ils veulent essayer un petit peu de légiférer autour du bashing, du harcèlement sur Internet. C'est un vrai cas problématique. Greg le connaît aussi parce qu'il suit beaucoup l'actualité des stars japonaises, mais c'est-à-dire que les gens n'avaient pas de reflet critique de leur propre travail dans leur presse, et tout d'un coup par contre se prenaient du bashing. La pauvre, elle s'est pris va mourir, des trucs horribles. Et il y a des gens fragiles. Et même si t'es pas fragile, t'es pas censé te prendre tout ça dans la gueule. Et les gens... Et voilà, c'est un cas vraiment assez radical de ce qui s'est passé, mais de ce qui arrive à énormément de stars japonaises, malheureusement. Voilà pour la fin du point news consacré à Sega, ce qui va nous offrir une transition toute trouvée. Mais oui. Tout trouvé pour notre débat. Ce sera après le petit jingle. Alors j'ai plusieurs passions dans la vie, mais suivre les streams de Daniel sur les tier lists et même y participer, je sais pas, ça m'a ouvert les yeux. C'est un petit peu comme
dans les Chevaliers du Zodiaque. Voilà, mais tous mes chakras sont Au ouverts. 7e sens. Et je me suis dit, pour les 60 ans de Sega, voilà, faire un historique long, rébarbatif et moins bien fait que partout ailleurs, puisqu'il y aura vraiment beaucoup de sujets qui ont été ouverts, beaucoup de dossiers à consulter, et d'ailleurs même sur Gamecult, il y a déjà eu pas mal de choses qui ont été publiées sur le sujet. Je me suis dit, voilà, on va faire quelque chose d'un petit peu plus ludique en m'inspirant donc de Daniel. Bravo. À savoir une tier list des consoles Sega, ce qui nous permettra donc d'évoquer à la fois les souvenirs, mais également de ranger ces consoles-là. Et comme tu le suggérais, Daniel, en pré-prod, l'idée, c'est d'être un petit peu sévère. Ah ouais. C'est ça la marque de Gamecult aussi. Ouais. Parce que, voilà, Sega, on voudrait toutes les mettre tout en haut du piédestal ou presque. Mais voilà. Même la Game Gear Micro. Bon, c'est un petit peu trahi. Voilà. Mais voilà, vraiment faire en sorte que la God tier qu'on va voir apparaître sur ce magnifique tier maker. Voilà. Donc vous voyez, il y a plusieurs catégories. Il y a S tier, c'est plus fort que toi. Oh là. Le Alex Kidd tier qui est le A tier, le Bonanza Bros tier et le COSF. Voilà. Et donc le but du jeu pour nous, ça va être de ranger ces consoles dans ces